Amis de l'électronique, bonjour. On dit généralement que la récidive n'est pas forcément une bonne chose, mais il y a des cas où c'en est une excellente. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un colis de fans de récidivistes. En effet, Dominique m'avait déjà envoyé un colis avec pas mal de trucs que je vous avais déjà présenté. Mais voilà, il a réitéré son forfait, si on peut dire, et m'en a envoyé un autre avec, ma foi, pas mal de trucs super sympas. Et je vais donc vous montrer ça. Alors pour info, Dominique, c'est lui qui s'occupe aussi d'un site qui s'appelle Radioman33, site qui est un petit peu principalement axé sur quand même tout ce qui était restauration, information sur tout ce qui est radio à tube et tout ça, mais pas que. Et c'est un site qui est vraiment sympa, je vous conseille d'aller le voir, je le mettrai en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à aller le consulter. Alors, voilà, nous allons découvrir toutes ces choses ensemble. Je rappelle que l'idée un petit peu de colis de fan, surtout que là, c'est quand même des choses, je veux dire, relativement, on va voir, anciennes. Et c'est soit rappeler aux vieux de la vieille comme moi, de bons souvenirs, et pas mal de nostalgie quelque part. Et pour ceux qui sont plus jeunes, éventuellement aussi de d'étendre, on va dire, leur culture générale électronique, ce qui est généralement toujours une bonne chose. Alors, découvrons ça ensemble. Alors, pour commencer, il y avait pas mal d'accessoires, on va dire, de wrapping. Je vous avais déjà montré ça dans une vidéo, ce système de connexion enroulée, qui, c'est vrai que maintenant est sans doute un petit peu moins populaire qu'il a été, surtout avec l'avènement des composants montés en surface, mais qui, a été très très largement utilisé, et dans le câblage électronique, et aussi dans tout ce qui est télécom et tout ça, je vais pas revenir là-dessus. Et donc là, il y avait des trucs très intéressants. Il y avait cet outil, qui est, on va dire, l'outil pour faire du wrapping à main. Il y avait ça, et après, quand on en faisait beaucoup, moi j'avais ça dans le temps, il y avait un pistolet à wrapper. Et derrière, du fil à wrapper, ce système-là de déroulage qui permet aussi éventuellement de dîner le fil. OK a été une des marques leader dans le monde du wrapping. Et là, par contre, le fil, là, on peut voir qu'il vient de Tandy. Je rappelle aussi qu'il y avait eu des magasins Tandy. Et derrière, on a ici différents connecteurs. On a ces connecteurs Canon, là. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas très courants, avec 3 rangées comme ça. Mais voilà, là, on voit qu'ils sont équipés de broches à wrapper. Je rappelle que les broches à wrapper sont des broches un petit peu spécifiques. On en voit aussi là en vrac, on va dire, dans ce petit tube, qui doivent avoir des arêtes vives pour que ça marche. Je rappelle qu'on ne peut pas wrapper sur une queue de résistance ronde. On peut toujours le faire, mais ça ne tiendra pas, à moins de souder, mais dans ce cas-là, le côté démontage ne sera pas garanti. Mais sinon, ça fait des connexions qui sont très fiables. Voilà, on voit par exemple la différents supports de circuits intégrés, qui sont justement spécialement faits pour le wrapping. Alors rapidement, on peut refaire quand même une petite démo grâce à cet outil. On enfile ici le fil dénudé, voilà, comme on peut le voir sur le côté, donc, et ça vient se mettre dans la petite gorge de l'outil, et on vient là, voilà, et on tourne. Voilà, sachant qu'il y avait différentes classes de wrap, selon que ça faisait une première spire ou pas. Et voilà, on peut voir, je ne sais pas si on voit bien la mise au point, une connexion wrappée, sachant que cet outil a aussi l'avantage, c'est qu'il permet de déwrapper dans l'autre sens. Voilà, si on tourne, ça permet très facilement d'enlever la connexion. Ce qui est bien pratique, ma foi, si on s'est trompé, ça me servira certainement. Alors, il faut savoir que cet outil-là, c'est probablement un outil de marque OK, justement, original. On ne voit pas, mais j'en suis quasiment persuadé. Alors, pendant longtemps, ça coûtait très cher et c'était pas forcément facile à trouver. Mais comme je l'ai montré dans un QDN, on en retrouve maintenant des nouveaux faits par la Chine, qui marchent un petit peu moins bien. Mais enfin voilà, globalement, ça le fait quand même. On peut voir ici, c'est vraiment cette partie-là qui sert à dénuder le fil. Même si, je vous l'avais déjà montré, il faut mieux utiliser ça pour dénuder. Alors, il y avait aussi pas mal de ces connecteurs, qui sont aussi très connus, qui sont, pile poil au format Europe. C'est pareil, je vous avais déjà montré ça. Et là, on peut voir tous ces connecteurs, voilà, ici, qui permettent, justement, au niveau de ce qu'on appelait les fonds de panier, de faire aussi des connexions vraiment custom. Alors là, quand on a des prototypes, ou des choses qui sont faites vraiment en toute petite série ou très spécifiques,
et bien avec le wrapping, ça permet quand même d'avoir de bonnes connexions avec une très bonne densité. Alors après, nous avons ça. Alors ça, c'est vraiment terrible. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un produit qui était vendu par Tandy Archer. Hein, je pense que ça a sans doute peut-être été acheté au moment où ça avait été... Enfin, il y a eu... pendant une période assez courte, des magasins en France. Alors, ce circuit-là, c'est voilà, un compagnon. Un compagnon à quoi? Au fameux circuit, le fameux SPO 256 AL2, qui est un synthétiseur de voix. Il y a Electrobidouilleur qui en a présenté un il y a quelques temps. Je possède de ces circuits, hein, j'en avais utilisé dans le temps, je dois en avoir 3 ou 4 dans des tiroirs. Et c'est un système qui marche par ce qu'on appelle des phonèmes. C'est-à-dire qu'on envoie en fait des codes qui correspondent à des parties de mots. Et en les assemblant, ça va permettre de faire des textes. Alors l'inconvénient du SPO 256 AL2, c'est que si on veut lui faire des messages, on ne peut pas directement lui envoyer du texte. Et grâce à ce circuit, ce circuit il a vraiment été, étudié pour fonctionner en conjonction avec le SPO 256 AL2 justement, mais là pour carrément changer les textes en phonèmes. Donc si je lui envoie le texte ASCII Hello World par exemple, il le transformera en phonème et le fera prononcer par le circuit. Alors il y a toute une façon ici de le brancher. Alors ça m'intéresse beaucoup. Hein, parce que justement, je possède de ces circuits. Puis de toute façon, j'avais prévu, parce que j'en ai d'autres, moi, des systèmes de synthèse vocale, j'avais prévu de vous présenter ça. Donc, bon, là, je suis un petit peu débordé de ce temps, mais dès que j'aurai un petit peu de temps, je pense que je le montrerai, le circuit, et je vous montrerai ça. Mais là, c'est vraiment super, ça. Alors là, on a un autre circuit, hein, qui est un circuit hybride, qu'on peut voir, voilà, qui est fait par Mittel. Qui est un DTMF. Un DTMF, ça veut dire Dual Tone Multi-Frequency. Et je rappelle que c'est les fameuses, ce qu'on appelle les fréquences vocales en français, hein, qui permettent, sur les téléphones, hein, vous voyez bien, des espèces de musique. Et là, en fait, c'est un décodeur DTMF. Pendant longtemps, autant, là, je veux dire, la synthèse du DTMF était relativement facile, le décodage n'était pas évident. Ça se faisait fallait des filtres, il y a eu plusieurs systèmes. Et Mittel, hein, une boîte qui s'est un peu spécialisée là-dedans. Et même s'ils ont sorti après des circuits intégrés beaucoup plus compacts que ça, et voire plus simples à utiliser, il fut un temps, voilà, où il y avait cette solution qui est hybride. Hein, donc un circuit hybride, hein, très souvent, c'était voilà, un substrat comme ça, céramique, sur lequel sont déposés des résistances, hein, un peu par une sorte de sérigraphie si on veut, hein, ce qu'on appelle des couches épaisses, et aussi des semi-conducteurs pour en faire des circuits tout faits qui donc est hybride. Pourquoi on l'appelle hybride? Parce que justement c'est pas simplement une simple puce de silicium. Enfin donc là on a ce circuit qui est vraiment très beau dans ce blindage, avec en plus le datasheet, et donc il va permettre là de décoder justement ces fréquences vocales. Ça peut être utilisé si on veut faire, je sais pas, un central téléphonique par exemple. Mais bon, je possède des circuits intégrés maintenant, comme j'ai dit, qui sont quand même plus simples que ça. Il y avait ça, un Netgear. Voilà, alors ça c'est quoi? C'est tout simplement un switch. Et ce switch c'est quoi? On va dire c'est la prise multiple Ethernet. Hein. Voilà, hein, c'est-à-dire qu'on lui met ici une alimentation, hein, apparemment 7,5 volts 1 ampère, et on peut brancher ici jusqu'à 5 câbles Ethernet, et derrière, voilà, ça permettra à tout ce beau monde de communiquer entre eux. Alors dans les switches, hein, voilà, c'est pas du tout le but de la vidéo, mais il y en a des très simples, hein, comme ça, qui souvent sont pas administrables, c'est plug and play, hein, voilà, on branche et puis ça fonctionne, ce qui, ma foi, correspond très bien à la plupart des usages, on va dire, domestiques. Après, en pro, il y en a des bien plus complexes, sur lesquels on peut les paramétrer, faire des fonctions, des priorités, enfin, on peut faire pas mal de choses. Enfin là, vraiment, ça, je suis sûr que ça me servira, parce que moi j'ai déjà un réseau perso assez important. Ensuite, on peut voir ce module, qui, à voir la tronche qu'il a, je veux dire, je pense que c'est de la technologie des années 50, je ne sais pas s'il y a un date code dessus, a priori non. Et donc, ça, manifestement, ça ressemblerait bien à un filtre. Hein, on retrouve ici ces pots de ferrite. Et là, on a 2 transistors. Voilà, montés comme ça.
Donc bah, ça, voilà, c'est vraiment typique de ce qui se faisait dans ces années-là, et ma foi du matériel probablement par la qualité pro, voire même militaire. Donc voilà, du gros costaud. On a aussi cette petite plaquette qui là typiquement ressemblerait plutôt à un oscillateur. On voit qu'ici il y a la place pour pouvoir embrocher un quartz. Et bah, là c'est fait sur une platine d'expérimentation, hein, qui ma foi est plutôt montée de façon très clean, avec des liaisons là faites en fil à wrapper, mais vraiment très propre. Voilà, bah, bon maintenant c'est un câblage aussi qui est très aéré. C'est vrai que moi je fais des choses généralement un peu plus compactes que ça, mais un peu moins propre au niveau du câblage. Et ça, bon voilà, c'est aussi voilà, typiquement avoir le genre de résistance comme ça là. Pareil, ça c'est dans les années 70 hein, par là. On en voit ici une autre, mais qui elle est à circuit intégré. Hein, on peut voir que c'est des circuits intégrés en boîtier TO5, hein, multipath. Voilà, alors ça c'est pareil, ça se faisait beaucoup. Hein, ces circuits-là, comme ça. Et là, pareil, hein, ça c'est typique aussi des années 70 dans ces eaux-là. On peut voir là, voilà, ce petit condensateur variable, et ça c'est aussi probablement un oscillateur. Alors ça va rappeler beaucoup de souvenirs aux anciens, peut-être pas aux jeunes. Hein. Alors c'est quoi? C'est typiquement comme ça qu'on programmait dans le temps les fréquences des téléviseurs. Dans le temps, on n'était pas quand même assez avancé au niveau des techniques digitales pour avoir des trucs de recherche et de mémorisation et des PLL, des trucs comme ça. Et donc les tuners étaient pilotés par des diodes varicap. Diodes varicap qui donc, en fonction d'une tension, permettent de se caler sur une fréquence donnée. Et bah, pour régler les chaînes, voilà, là par exemple on voit il y avait 8 chaînes, et ben on avait ces trucs là, et qu'est-ce qu'on faisait quand on installait la télé? Bah on se mettait sur la 1 et on tournait ici cette petite molette. Hein. Ça rappellera beaucoup de souvenirs à certains, hein. C'était long, ben, parce que c'est très démultiplié, parce que c'est assez précis. Et on tournait ça comme ça, voilà, et puis on passait toutes les chaînes, et puis quand on avait celle qu'on voulait, bah, on réglait au mieux. Sur certains modèles, après, il y a eu ce qu'on appelait des CAF, hein, des contrôles automatiques de fréquence, qui fait que ça se verrouillait relativement bien dessus, donc ça aidait bien le système. Et bah, quand on avait réglé un, bah, voilà, on mettait sur la 2, on réglait la 2, et ainsi de suite. Et donc c'est grâce à ça que bah, voilà, on réglait les chaînes. Et bah, derrière c'était comme relativement bien, une fois que c'était réglé, généralement ça bougeait pas trop. Et voilà, donc il y avait ces potentiomètres comme ça. Alors c'est sûr qu'après, quand ça a été digital, bah, maintenant voilà, les recherches automatiques, enfin tout ça c'est fait par des systèmes APLL digitaux, et ça n'a plus lieu d'être. Mais voilà, ça on va dire, c'est un bon souvenir. À la limite, par contre, si vous récupérez ça, bah, ça fait des très bons potentiomètres de réglage qu'on peut bien sûr réutiliser. Là, on peut voir une carte à puce, voilà, hein, qui permet de stocker des informations. Enfin, tout le monde connaît les cartes à puce. Et, alors, c'est vrai que c'est aussi un petit peu passé de mode, mais pendant longtemps, enfin, je veux dire, il y a eu beaucoup de circuits qui ont été publiés. Pour pouvoir les lire, les modifier, un auteur qui s'appelle Patrick Gull a fait beaucoup de vulgarisation là-dessus. Et là, on voit un petit boîtier aussi qui permet manifestement de lire les cartes SIM des téléphones. Voilà, hein, on met ici une carte SIM à l'intérieur et ça va permettre bah, de la lire, mais surtout éventuellement de mémoriser par exemple toutes les adresses qu'il y a dedans pour pouvoir après les reprogrammer dans une autre. Et ça, bah, ma foi, c'est plutôt une bonne chose. Je vais regarder si ça marche, mais ça peut être utile. Alors tiens, en parlant de potentiomètre trimmer, il y avait ces petits trimmers Burns là, qui étaient, contrairement aux modèles qui généralement sont faits pour mettre sur circuit imprimé, bah là ce sont des modèles qu'on peut fixer mécaniquement, voilà, et avec des fils voilà, de sortie. Et ça, bah, c'est pareil, hein, j'en ai utilisé aussi plein de ça. Ça permet de déporter un réglage sur un châssis ou en face avant, et des réglages d'ajustement qu'on touche pas souvent. Et bah, bon, c'est voilà, Trimpot, c'est de l'excellent matériel. On avait ça. Ça, c'est pareil, je vous ai déjà largement montré ça. Hein, c'est ce qu'on appelle des rhéostats, hein, des sortes de potentiomètres de puissance. Voilà, donc là, il y en a un de 500 ohms et l'autre de, je ne sais pas s'il y a la valeur dessus, 50 ohms a priori, 10 à 50 ohms. Et voilà, alors selon les modèles, hein, ça permet d'avoir des
des puissances plus ou moins fortes, avec des corps en céramique, hein, ça peut dissiper des puissances relativement importantes. Ensuite, on avait ce truc-là, donc ça, d'après ce qu'il m'a dit, c'est un tube à vide, hein, une triode ou double triode, je sais plus, militaire. Donc voilà, qui était en boîtier comme ça, métallique, mais à l'intérieur, c'est un tube à vide. Alors c'est pareil, c'est plutôt question collector, j'en aurais certainement pas l'usage. Mais voilà, c'était du beau matériel, voilà, avec des perles de verre comme ça. On a aussi là, alors là pour le coup, c'est pas un rhéostat, c'est un potentiomètre de 100 ohms. Voilà, tout dans un boîtier métallique étanche, hein, ça c'est plutôt du beau matériel. Il y avait ces deux sachets de diodes, des diodes 100 volts et des diodes 200 volts. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir les boîtiers. Voilà, c'est des boîtiers métalliques, peints comme ça, sur lesquels il n'y a aucune référence. Donc voilà, à part la tension, bon après ça pourrait éventuellement faire des essais pour voir, mais bon ça veut des diodes qui doivent tenir au moins 1 ampère je pense. Et là c'est pareil, j'avais jamais vu ces boîtiers là. Ils ont l'air neufs, c'est ce qu'on appelle du NOS, hein, du New Old Stock. Donc ça c'est des résistances de précision. Hein, voilà, on peut voir 249K, 0,5%. Voilà, c'est pareil, c'est tout neuf. Hein. Vraiment des beaux composants. Voilà, alors on en a d'autres, pareil, 0,5%, 5,9 kg. Après, ce qui est intéressant, ce qu'il faut voir avec ce genre de composants, c'est que pas évident d'avoir un circuit où on a réellement, enfin on a pile poil la valeur de 249K. Mais le fait qu'elles soient à 0,5%, ça veut quand même dire qu'elles sont bien appairées. Par exemple, si je veux faire un pont diviseur qui divise la tension par 2, souvent je me fous un petit peu de la valeur de la résistance, mais ce qui est important, c'est qu'elles soient toutes les mêmes. Et là, par exemple, en faisant un pont diviseur comme ça, j'aurais quand même une chance d'avoir une tension divisée par 2 assez précise. Hein, pareil, 5K9, on peut faire souvent, par exemple, dans des amplificateurs différentiels, des choses comme ça, on a aussi besoin d'avoir des résistances qui sont très bien appairées, mais pas, dont la valeur n'est pas forcément très importante. Là, on trouve aussi c'est un petit peu l'équivalent des systèmes de réglage, mais justement en mode un peu, alors c'est pas réellement rhéostat, mais c'est des résistances de bobinées. Voilà, on va voir, c'est de la très bonne qualité, là, avec des fils vernis, qui sont bien sûr pas vernis ici sur le chemin des câbles. Et ça, c'est pareil, en tournant ici la vis, on permet d'avoir des réglages très fins. Voilà. Après, ces connecteurs-là, hein, que tout le monde connaît bien, les connecteurs Tulip. Donc ça, j'en use et j'en abuse. Hein. Et alors, il y a aussi ce connecteur. Alors, c'est la première fois que je vois un connecteur comme ça. C'est un connecteur haute fréquence. Je sais pas, tiens, si quelqu'un sait ce que c'est, pourrait me mettre ça dans les commentaires. Honnêtement, j'en ai jamais vu des connecteurs comme ça. C'est la première fois que je vois ça. J'ai pas le connecteur qui va avec de l'autre côté. Enfin voilà, apparemment il est tout neuf. Un très beau connecteur. Et pour terminer, last but not least, alors ça c'est aussi quelque chose qui est vraiment collecteur. Alors c'est quoi? Eh ben c'est un élément d'ordinateur probablement, mais à tube. Et il y a des chances que ça soit une bascule. En gros, hein, là on voit ici un tube, hein, qui généralement c'est des doubles triodes. Et avec une double triode, on peut faire une bascule, hein, tout à fait comme on peut faire une bascule avec 2 transistors. Et une bascule, ça permet, c'est un élément logique, hein, j'en ai déjà parlé, qui va permettre de mémoriser un état, donc c'est quelque part une mémoire RAM, un bit si on veut, et après, éventuellement aussi de faire des compteurs ou des choses comme ça. Voilà, il y avait des tas de systèmes qui étaient faits comme ça, avec ces systèmes ici en fichable, voilà, et voilà, après on en mettait autant qu'on voulait, et ça permettait, voilà, si on en avait 8 comme ça, on pouvait faire par exemple une mémoire de 8 bits. Voilà, là on voit les résistances de l'époque, et ici c'est condensateur. Donc ça c'est vraiment super. Et alors je sais pas si ça marche encore, pourquoi pas, il n'y a pas de raison à la limite. Il faudrait avoir le brochage et tout ça, mais voilà, ça c'est vraiment les tout premiers calculateurs, ordinateurs, ou au moins enfin système un petit peu logique, et qui était fait avec ça, et c'est... Voilà. Alors c'est là qu'on voit le truc de l'intégration. Si on prend ne serait-ce qu'un bête processeur Z80 par exemple, faire l'équivalent d'un Z80 avec des modules comme ça, déjà ça prendrait sans doute largement la place de cette pièce, ça consommerait sans doute des kilowatts,
mais surtout, on pourrait pas le faire marcher très vite. Pourquoi? Parce que je veux dire, c'est tellement gros, et tous ces composants-là, ils introduisent tellement de délai, qui fait que, enfin déjà la fréquence max de cette bascule, ça doit pas être super élevé, mais en même temps, d'avoir des systèmes qui sont très grands, rien que les temps de propagation font que ça serait très vite limité. C'est d'ailleurs une des raisons. Si on met de plus en plus de choses sur la même puce, hein, on le voit bien sur le cas d'un microprocesseur ordinateur moderne, eh ben, le processeur monte à des fréquences très élevées, mais qui sont bien plus élevées que la carte mère, en fait. Pourquoi? Parce que justement, c'est assez petit pour que ces distances et donc ces délais deviennent courts. Donc voilà, même, enfin voilà, avec un truc comme ça, même si en théorie on pourrait, pourquoi pas fabriquer l'équivalent d'un Pentium avec ce genre de module, hein, ça serait énorme. Il pourrait fonctionner d'un point de vue logique, mais certainement pas d'un point de vue vitesse. Là, il n'y a absolument aucune chance que ça marche. Enfin voilà, ça c'est vraiment une très belle pièce collector. Et bien voilà pour la présentation de toutes ces merveilles. J'espère que ça vous aura intéressé. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air embêté. Qu'est-ce qui se passe? Tu trouves que ta belle-mère est de plus en plus froide? Oh, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ça? L'enterrer? No comment. Bon, en parlant de froid, ça c'est quand même voilà, bien laissé. D'ailleurs, voilà, j'étais obligé de remettre un truc un peu plus chaud, là, voilà. C'est tous les ans pareil. Il arrive un moment où les shorts et les t-shirts retournent dans les placards. Voilà, sinon, voilà, j'ai quand même profité de ce week-end pour finir des rangements, faire quelques travaux, et aussi peut-être aussi préparer d'autres vidéos, parce qu'il y a pas mal de trucs que je voudrais vous montrer. Donc, souffle fort, Dieu des vents vous épargne de sa colère, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.